Parmi les quartiers historiques de Paris se trouve Montmartre. Pendant des années, en me penchant à ma fenêtre, je pouvais admirer cette terre de liberté. Ce territoire qui échappe aux limites géographiques rigides. Et je me suis souvent demandé de quoi cette liberté est-elle le nom. Empreint d'une diversité complexe, ce quartier a une identité propre qui échappe encore à beaucoup de Parisiens. Alors, pour cet épisode, c'est dans ma ville de naissance, ici à Paris, que j'ai proposé au géographe Damien Deville de me rejoindre. Ensemble, nous avons arpenté Montmartre et discuté avec celles et ceux qui l'habitent. Nous voulions comprendre quels sont les liens qui se tissent sur cette butte et montrer qu'au-delà de la carte postale touristique, des personnes s'engagent pour faire de Montmartre une terre de relations. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours d'histoire qui vit en fait dans ce quartier. Il y a tellement de figures qui ont été marquantes, notamment chez les artistes féminines en fait. Moi, ça me fait rêver quoi. Et puis ça fait rêver tout le monde. Quand on dit qu'on est artiste de cabaret à Pigalle, même on va dire les personnes lambda qui s'intéressent pas forcément à l'art font « Ah ouais, quand même !» Enfin moi je sais que ça a été très parlant pour mes grands-parents par exemple. Ah oui. Ça là c'est... Oh, notre petite fille elle a réussi, elle est dans un cabaret à Pigalle. Alors bonjour, enchanté, moi je suis la briochée. Mais derrière se cache du coup Maëva. Je suis drag queen, chanteuse, créature au cabaret de Madame Arthur. Oh, ça rime, je deviens poétesse. Incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la briochée ? Oh bah la briochée, c'est un peu toute ma fantaisie féminine que j'avais jamais eu l'occasion d'exprimer jusqu'à présent en fait. C'est un mélange de 36 000 références, du vieux cinéma hollywoodien des années 50-60, en passant par les mangas, l'animation japonaise, les jeux vidéo. Et aussi, du coup, là, je suis très influencé, effectivement, par l'univers du cabaret. La briochée, c'est un nom que j'ai voulu en hommage aussi, dans la lignée de ce qui se faisait à Pigalle au début 20e. Avec les danseuses de Cancan, qui avaient des noms d'artistes comme La Goulue, Grille d'égout, La Môme Fromage, Jeanne Avril, Nini Pat en l'air, enfin ce genre de noms. Donc du coup, quand je suis rentré à Madame Arthur, je voulais un nom qui soit très français. Tu connais le signe des géographes, Solène ? Non. C'est un truc qu'on avait inventé avec des amis doctorants. Ça ressemble à ça, tu vois. Il y a le rond, le globe, parce qu'un géographe, ça écrit la Terre, tu vois. C'est l'idée d'écrire les territoires comme ils étaient hier, comme ils sont aujourd'hui, comment ils peuvent être demain. Le petit doigt, c'est la plume, pour écrire. Dessiner des cartes, pour certains. Et le V, c'est le V de la paix. Il y a cette belle phrase de Yves Lacoste, un grand géographe. Il disait que la géographie, ça servait avant tout à faire la guerre. La nouvelle génération, nous, on essaie d'inventer une géographie qui sert avant tout à faire la paix. Et puis tu sais, ces signes des mains, ça vient un peu du milieu du rap, quoi, de la pop culture. La géographie, elle n'a pas toujours été très attirante. Se réapproprier comme ça les signes, ça permet de la rendre un peu plus sexy, quoi. Tout comme les géographes qui vont avec. Évidemment. C'est ça. La géographie invite à s'intéresser aussi à l'histoire, car la rencontre entre des humains et des lieux se sédimente toujours sur la durée. Autrement dit, pour mieux comprendre ce qui se déroule aujourd'hui à Montmartre, il faut remonter les pages du temps. D'où vient cette liberté si propre à la commune de Montmartre ? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré Sylvain, historien et habitant de la butte. Le Sacré-Cœur est un monument honni par toute la gauche parisienne en particulier parce que c'est un monument qui a été construit pour expier les crimes de la commune. Et avec l'argent des Parisiens, après l'écrasement de la commune,
où il y avait eu quelques massacres de prêtres et de bonnes sœurs, l'Église a voulu faire payer aux Parisiens révolutionnaires ces crimes et a donc construit ce monument qui est un monument de revanche sur la commune de Paris. Je suis toujours très ému quand je passe devant parce que c'était le premier monument que j'ai vu lorsque j'étais enfant, lorsque ma mère se rendait au marché Saint-Pierre pour acheter des tissus et on passait devant cette choucroute toute blanche. Et donc j'ai un rapport très ambivalent avec ce monument, à la fois qui est un souvenir d'enfance et d'autre part qui est un symbole que je déteste. À quoi ressemblait Montmartre avant que ce territoire soit rattaché à Paris ? C'était comme tous les territoires autour de Paris, enfin celui-ci en particulier, c'était un territoire plutôt pauvre, assez peu habité. Il y avait surtout l'endroit le plus connu était le maquis de Montmartre. Ce maquis de Montmartre était un lieu où vivaient beaucoup de gens, des marginaux dirons-nous, des gens qui étaient parfois recherchés par la police, des prostituées, des gens dans la misère qui n'avaient pas les moyens. C'est presque un bidonville le maquis de Montmartre. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, à la place de ce maquis, il y a l'avenue Junot, et que l'avenue Junot est devenue sans doute l'avenue la plus chère du 18e arrondissement et l'une des plus chères de Paris. Ça a été rattaché, comme toutes les communes limitrophes de Paris en 1860. Mais c'est resté quand même avec beaucoup de maisons individuelles, petites, pour des raisons géologiques. Montmartre, c'est des carrières qui en plus étaient à certains moments de l'histoire, en 1848, dynamitées, puisque les insurgés s'étaient installés dans les carrières. Et donc on ne peut pas construire d'immeubles très lourds, très hauts, parce qu'il y a des risques d'effondrement, ce qui arrive d'ailleurs de temps en temps. Il y a des immeubles ou des rues qui d'un seul coup descendent de quelques centimètres. D'ailleurs, ces carrières ont servi à construire la plupart des bâtiments de Paris. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait un adage qui disait il y a plus de Montmartre à Paris que de Paris à Montmartre. Parce que ce qui a permis de construire beaucoup de bâtiments parisiens venait des carrières de Montmartre. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, le courant anarchiste a été pas mal représenté à Montmartre. Alors bien sûr, la figure emblématique de Louise Michel, qui était institutrice dans le 18e et qui a participé au premier combat de la Commune de Paris, qui ont commencé sur la butte Montmartre, et ensuite est devenue, après avoir été exilé en Kanaki et d'ailleurs avoir soutenu les Kanaks pendant une de leurs révoltes, est revenu en France et est devenu une figure centrale du mouvement anarchiste. En quoi est-ce que Montmartre, selon vous, est un territoire clé pour l'écologie à Paris ? D'abord parce que ça a été longtemps un des endroits où les écolos faisaient les meilleurs scores de Paris, où il y avait un groupe écologiste des Verts qui existe depuis très longtemps. Et il y a eu des actions écolos sur toute la butte pendant des années et des années, auxquelles j'ai souvent participé, parce que ça a été aussi le premier quartier vert de Paris, le premier endroit où on a replanté des arbres, élargi les trottoirs, modifié les sens de circulation pour réduire le transit. Et d'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a très peu de voitures qui passent ici libres. Il y a une lutte sur un terrain de boules, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le clap de Montmartre. C'est une lutte qu'on avait commencé en 1990. Moi, je venais tout jeune adhérent des Verts. À l'époque, la mairie de Chirac voulait construire un parking à cet endroit-là et détruire donc ce reste du maquis de Montmartre. Et on s'est enchaîné aux arbres pour empêcher que les tronçonneuses coupent les arbres. Ensuite, il y a eu des recours juridiques, ça s'est arrêté, ça a été bloqué. Et là, il y a une nouvelle bataille, soutenue d'ailleurs par les élus verts actuellement, pour empêcher que ce terrain de boules devienne une excroissance d'un hôtel et restaurant de très grand luxe, qui s'appelle l'hôtel particulier et qui est un endroit très cher et pas très bon en plus. On refuse de quitter les lieux parce qu'on considère que la pratique qui a été menée par la mairie n'est pas réglo.
Qu'est-ce qui serait perdu selon vous, Eric, si le CLAP venait à fermer ses portes? Beaucoup de choses, parce qu'en fait, ici, c'est le vieux Montmartre. Alors, c'est un terme un peu tarte à la crème de dire mixité, mais s'il y a un endroit de mixité, c'est ici. Vous allez voir des gens d'âge, de sexe, de métier, d'origine complètement différentes. Et perdre cet endroit, ça serait perdre l'âme de Montmartre. Les territoires fédèrent dans la diversité. Exactement. Merci, Eric. Depuis notre rencontre, le collectif du CLAP a été délogé. Mais soyez certains que les militantes et les militants n'ont pas baissé les bras. À leur manière, ils et elles continueront à porter en elles et en eux cette histoire de la résistance qui perdure à Montmartre depuis un siècle déjà. Tiens, regarde, c'est ça que je voulais te montrer. C'est lui là, là-haut? Ouais, le portrait de Louise Michel. Il a été posé sur quelques-unes des écoles de Montmartre. Et ce qu'il y a d'intéressant avec elle, c'est que donc, c'était une des figures de proue de tout le mouvement de la Commune, des figures de proue du féminisme aussi de l'époque, et qui, fun fact, a été une des précurseuses de la question du bien-être animal. Ça a été une des premières personnes à faire une corrélation entre la question de l'exploitation animale et l'exploitation des humains. Voilà. Let's go. Montmartre est dense et très urbanisé. Or, ouvrir l'espace à la nature est souvent vecteur de lien et de bien-être. Anne préside le jardin partagé L'Univers, dans un quartier cosmopolite au pied de la butte. Et à travers son action, elle nous a expliqué comment cet espace vert permettait au voisinage de se rencontrer et parfois même de réparer les blessures du passé. Ce jardin, il a été créé au début, c'était un terrain vague, complètement laissé à l'abandon. Il y avait du deal, les gens jetaient des poubelles par la fenêtre. Ici, on est au cœur d'une résidence Paris Habitat, donc on est dans une cité HLM. Il fallait un petit peu réutiliser ce territoire qui était un ancien parking, qui avait été débitumé, mais qui était à l'état de friche. Caroline, à l'époque, qui était une habitante du quartier aussi, a choisi ce terrain. Son idée, c'était de créer un jardin solidaire, un jardin de remobilisation sociale et de bien-être aussi. Le postulat, c'était de se dire qu'il y a pas mal de gens ici qui vont pas bien. Beaucoup habitent dans des chambres de bonne depuis très longtemps, ils sortent pas de chez eux, ils mangent très mal, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de lien social. Et donc le but, c'était de profiter de ce jardin en plantant une petite fleur, une petite graine, en s'en occupant, en la voyant grandir. Du coup, ça nous reconnecte à la vie, tout simplement. Ici, on est en plein Barbès, on n'entend rien du tout. Il n'y a pas un bruit, on entend les oiseaux. En se penchant, on peut manger une petite framboise, il y a de l'eau, il y a de la menthe, on peut faire du thé, les voisines descendent avec des petits gâteaux, voilà. Moi, je dis qu'on est un peu la voiture balai des formations, un petit peu permaculture, agriculture urbaine et tout ça. Il faut aussi être là dans les quartiers populaires pour pouvoir emmener avec nous des gens qui n'iront pas dans ces genres de thématiques ou de lieux. Et l'intérêt aussi, c'est que, par exemple, on a un atelier où on a des personnes qui sont en suivi psychiatrique, qui sont accompagnées par des soignants, des professionnels. Et l'intérêt, justement, c'est ce lundi après-midi, toi, tu viens dans le jardin et tu vas voir des jardiniers qui font à droite, à gauche, certains des petites choses minutieuses, certaines des choses physiques, mais tu ne sauras pas qui est le patient, qui est le soignant, qui est le jardinier, qui est le voisin, ou qui est l'animatrice. Tu ne le sauras pas forcément. Et c'est ça le but. Moi, ce qui me touche le plus, c'est des personnes que j'accueille ici, qui sont dans des situations très difficiles, notamment des réfugiés, et qui arrivent à intégrer des formations en espace vert pour devenir jardinier. Ça, j'adore. Quand je sais qu'ils ont trouvé un boulot là-dedans, je suis contente. Une belle revanche sur la vie. Ouais.
Effectivement, peut-être s'il n'y avait pas eu ces jardins solidaires, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, mais s'il n'y avait pas ce genre de structure, je pense qu'ils seraient passés à travers ces personnes-là. Tu sais, quand elle a parlé de ces jardiniers qui se réparent, par l'acte de planter une graine, par l'acte de manier la terre, ça m'a fait penser à cette belle phrase du géographe Augustin Berg. Alors Augustin Berg, il n'est pas très connu du grand public, mais je peux te dire qu'il a été influent en géographie. Tu vois Yoda dans Star Wars, pareil en géographie. Puis là, cette très belle phrase qui dit que l'être se crée en créant son milieu. Enfin, l'être se crée en créant son milieu. C'est cette idée, au fond, de dire qu'en aménageant un territoire, qu'en le cultivant, bien sûr, on le change, mais que dans cet exercice même de métamorphose, l'humain se change en retour. On change nos manières de penser et nos manières de se projeter dans l'avenir. Et dès lors, ça ouvre une très belle question citoyenne, c'est de se dire comment on peut aménager le territoire pour changer le cœur de l'humain. Et les jardins sont, je crois, un magnifique exemple. Le lien ne va pas toujours de soi dans les territoires. Il demande du travail, une attention permanente. Nous vous proposons maintenant d'aller rencontrer Léo, une figure engagée pour sa commune. Il est à l'origine d'un festival entre différents arrondissements qui ont habituellement du mal à se mélanger. À travers son action, se dégage une nouvelle perspective citoyenne. S'approprier l'espace et aller ensemble de l'avant. Est-ce que tu peux nous dire, Léo, où est-ce qu'on est ici ? Eh bien, ici, nous sommes à la Villa des Créateurs, qui est un tiers-lieu d'innovation sociale. À l'époque, c'était une newsletter de conseil de quartier qui nous invitait à des réunions ici à la Villa pour auto-organiser un festival. On me dit, bon, moi, chouette. La place Clichy, c'est la seule place de Paris qui a la frontière de 4 arrondissements. Donc il y a le 8e, le 9e, le 17e et le 18e arrondissement. Et le fait aussi que la place Clichy, ça fait partie des dernières places de Paris qui n'a pas le sens d'une place. Encore aujourd'hui, c'est un carrefour. Les gens passent, il n'y a personne qui s'arrête et qui s'ancre place Clichy pour aller lire un bouquin ou même pour quoi que ce soit, quoi. On s'est dit comment faire pour s'affranchir de ces barrières psychologiques, pour que les gens se rencontrent sur une place, en redonnant le sens d'une place à une place. Le festival Mixité est quand même un événement qu'on porte avec l'association des Amis de la Place Clichy et avec Copcité, représentée par sa directrice Michel, qui a ce but, et c'est vrai que cette cérémonie aujourd'hui en est la meilleure preuve, de réussir à créer des événements fédérateurs. Et pour ce faire, on s'était dit, en même temps, il faut que ce soit festif, convivialité, parce que la convivialité, c'est ce qui fait se réunir les gens. Et qu'ils passent un bon moment et qu'ils s'en fichent de leur arrondissement, ils s'en fichent de leur origine sociale. Et entre le 8e et les Champs-Élysées, le 18e la Goutte d'Or Montmartre, le 17e les Batignolles et les Épinettes, on est il y a un mixage social qui est énorme. Et pour que ce soit pas, les gens ne se rencontrent pas seulement au moment de l'événement, mais que en fait ils se rencontrent et apprennent à se connaître en organisant l'événement en fait. Et qu'on ait un quartier qui finalement on ait un nouveau quartier de la place Clichy vécu par les habitants qui soit complètement en dehors des barrières administratives et psychologiques qui peuvent exister des arrondissements. Il y a des assos qui se sont rencontrés comme ça et qui ont monté des projets par ailleurs ensemble, en dehors du festival. Ça, c'est aussi l'idée du festival, quoi. Réussir à créer un écosystème de quartier où finalement le festival n'est qu'un prétexte pour se rencontrer et qui puisse après semer et permettre de faire d'autres choses dans le quartier. Comme nous l'a dit Léo, l'apprentissage passe aussi par des lieux de sociabilité. Des endroits où l'on se retrouve, où l'on apprend, autant sur le territoire que sur les grands enjeux contemporains.
À Montmartre, la Cigale fait historiquement partie de ces espaces importants. Et Corinne, sa directrice artistique, a permis à cette scène prestigieuse de s'adapter au fil du temps. Nous avons eu la chance d'être accueillis à guichet fermé dans cette salle mythique, afin de découvrir ce qui s'y passe en coulisses. Je suis Corinne Mimram, directrice de la Cigale depuis 37 ans. Je fais la programmation depuis 1987, date à laquelle nous avons ouvert. J'ai vu évoluer le quartier et c'est très très attachant ce village en fait. Avant nous, c'était un cinéma érotico-kung-fu. À 10 balles, je t'emballe. Séance permanente. C'était comme ça sur les boulevards comme avant. Et donc nous on est arrivés et on a changé pour faire du rock'n'roll. C'est vrai que Pigalle avant était quand même basé sur le sexe. Et là on est plutôt basé sur la culture. Donc on va dire qu'on a un peu fait évoluer le quartier. Les tout premiers, ceux qui ont inauguré, c'était les Rita Mitsuko. Et puis des Bowie, et puis des Prince, et puis tellement. C'est presque pas commun maintenant dans nos typologies de métiers autour de la culture de rester à un poste aussi longtemps. C'est vrai, mais je suis fidèle comme meuf. En même temps, il y a eu des années où je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais ailleurs, et j'ai pas réussi à quitter ce théâtre. Il y a une histoire ici pour moi. Mon métier, c'est de donner du bonheur aux gens. Donc ça, c'est ma première valeur. Il n'y a rien qui me fait plus kiffer, moi, que de regarder le public qui prend du plaisir. Ce que je veux aussi, c'est toutes sortes de publics. Des bourgeois, des bobos, des gens qui n'ont pas les moyens, tous. Je dirais que plus il y a de salles, plus justement on est devenu le boulevard des spectacles. Trianon, Élysée, pour pas les citer, mes concurrents. Madame Arthur, et c'est comme ça que dans le quartier, c'est redevenu vivant avec notre venue. Tiens, regarde, là on arrive sur le panneau de la promenade Coccinelle, qui était donc le nom de scène de Jacqueline Charlotte Dufresnoy, qui a été la première femme trans à avoir son changement de sexe sur sa carte d'identité. Trop chouette que ce panneau il soit là, parce qu'en fait en France, il n'y a que 2 espaces publics qui portent le nom de femme trans. Donc la promenade Coccinelle, ici, à Montmartre, et puis le deuxième à Lyon, le square Marsha P. Johnson. Voilà, et ce sont les 2 seuls espaces publics en France à porter le nom de personnes trans. Finalement, les lieux qu'on arpente au cours d'une vie sont comme des petites taches indélébiles. Ils teintent les yeux et filtrent tout ce qui est donné à voir. Certaines de ces taches sont un spectacle, une féerie, une fresque. Et parfois, il s'agit simplement d'en profiter. Tu parlais tout à l'heure de Coccinelle et de Bambi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui étaient ces créatures ? C'était du coup des artistes qui ont commencé à Madame Arthur dans les années 50. Il faut savoir que ce cabaret quand même existe depuis 76 ans. Coccinelle a été donc une des meneuses de revue et ça a été la première femme trans en France à être connue et célèbre en fait. La première visibilité, la première vitrine sur l'existence en fait des personnes trans, même si à l'époque on disait pas encore trans, on mettait ça encore dans la catégorie des travestis en fait. On présentait toujours Coccinelle comme la plus belle travestie de France, etc. et tout, alors que elle avait bien entamé sa transition, qu'il y avait plus grand chose de masculin, honnêtement, donc voilà. Et Bambi, elle est arrivée juste après. Elles se sont connues toutes les deux. Elles ont même habité ensemble à un moment donné quand Coccinelle a voulu aider Bambi. Puis Bambi a aussi, du coup, fait ses lettres de noblesse à Madame Arthur. Et ce qui est rigolo, c'est que par exemple, ils lui mettent à des petits coups ou un peu comme ça. Hier, je suis Alors, il y a vraiment la clocharde et la bourgeoise de droite, quoi, en fait, dans le même restaurant. C'est pas qui est qui.
toi, en plus de performer en drague, t'es militante aussi pour les droits des personnes trans. Ah, ça, ma sœur. Of course. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? C'est quelque chose qui s'est vraiment chez moi. Cette flamme militante, j'ignorais que je l'avais en fait au fond de moi. Et c'est vraiment Paris et ce métier et le drag qui m'a fait prendre conscience que c'était en moi et que j'ai les épaules en fait pour pouvoir contribuer à cette visibilité en plus positive. Parce que moi j'ai une histoire qui est très positive à communiquer. Moi dans ma famille tout se passe bien, tout le monde me soutient. Mais quand je dis ma famille, c'est pas juste mes parents et mon petit frère, c'est les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-parents. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus en fait. Raconter des histoires positives, c'est hyper important parce que les histoires pathos, les histoires qui se passent mal, bah on les connaît, on sait que ça se... Je ne minimise pas, attention, hein. Mais en fait on nous les rabâche depuis des années, des années, des années, des années. Il est temps de montrer en fait qu'on peut être trans et heureux et heureuse en fait, ce qui est mon cas. Et ça donne un message d'espoir en fait à toutes les autres personnes trans qui pensent que l'issue sera toujours malheureuse en fait. Quand à un moment donné, pendant des décennies, on nous a montré qu'une seule issue, c'est normal d'y croire. Moi-même, j'y ai cru. Et ça a ralenti mon coming out trans. Si j'avais eu ne serait-ce qu'un exemple d'une femme trans qui était heureuse, épanouie, toujours en contact avec sa famille, que ça se passe bien et tout, bah en fait, je pense que ça aurait changé la donne. À tous les parents qui ont un enfant trans, ça reste votre enfant. Ça reste la même personne, mais en mieux. Parce que du coup, cet enfant, il est en train de vous dire « Papa, maman, j'ai suffisamment confiance et j'ai suffisamment d'amour pour vous pour pouvoir me présenter tel que je suis à vous. » En fait, c'est un cadeau aussi. Hein. Faut pas le voir ça comme une défaite, comme une erreur d'éducation. Faut pas voir ça non plus comme un deuil que vous devez faire parce que ça reste la même personne. Accueillez cet enfant et soutenez-le. Vous allez voir en fait qu'au final, c'est quand même que de l'enrichissement humain. Moi, j'ai une maman qui a une grande humilité pour une maman d'avoir dit j'ai élevé mes enfants, mais aujourd'hui, c'est mes enfants qui m'éduquent à des sujets de société qu'elle n'avait pas. Et j'ai pas rencontré beaucoup de parents qui étaient capables de faire preuve de cette humilité, d'accepter en fait qu'on peut apprendre des plus jeunes, en fait. Et le soir où je m'en irai, finalement, je le ferai à ma manière. Enlacé par les bras d'une scène, en vous chantant combien je vous aime, à ma manière. Ma vie, je n'en ai qu'une, mais je la veux libre et sans loi. J'en ai le droit, elle est à moi. Ma vie, elle me raconte des histoires, mais je m'en fous, même à genoux, je veux y croire. À ma manière. La société française est paradoxale. Nous marginalisons celles et ceux que nous avons du mal à étiqueter. Et pourtant, ce sont souvent ces êtres hybrides qui sont les héros de nos légendes. N'est-ce pas un curieux paradoxe que d'aimer des héros aux identités multiples et de marginaliser tout ce que nous croisons d'hybride autour de nous ? Au fond, comme l'exprime la philosophe Gabrielle Alperne, l'une des crises contemporaines que nous traversons n'est pas tant économique ou sociale. Ce qui est en crise avant tout, c'est notre rapport à la réalité. Montmartre fait partie de ces terres mélangées. C'est une terre de métis, de centaures, de sirènes. Une terre d'êtres panachés qui ont fait de la commune une fierté et une manière
de résister.